l'homme, la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Contraire Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Grand débat depuis les États-Unis. Je voulais quand même vous remercier et nous excuser du fait que nous n'avons pas commencé tôt. Merci encore pour tous ceux qui nous appellent, tous ceux qui nous ovationnent, tous ceux qui nous font l'honneur de pouvoir continuer de parler de tout ce qui se passe en Afrique. Je vais remercier nos chers panélistes qui nous ont tous fait l'honneur pour être présents dans ce studio avec lesquels souvent je débat les problèmes qui contournent l'Afrique, sinon les problèmes qui font le mal africain. Mesdames et messieurs, merci aussi d'être avec nous parce que vous avez passé tout votre temps à attendre le grand débat. C'est maintenant l'heure du grand débat. Tout de suite, je voulais présenter nos chers panélistes depuis la Caroline, notre ami Classio Kotoglo depuis la Caroline du Nord. Alors Classio, merci encore une fois de plus d'être avec nous. Classio, est-ce que vous m'entendez? Oui, je dis bien que c'est merci à vous pour le grand travail que vous êtes en train d'abattre pour l'Afrique et pour le demain de l'Afrique. Merci, cher Classio. Et aussi à Adona, Gabriel depuis Lomé, Togo. Alors Gabriel, merci d'être avec nous encore une fois de plus. Merci Serge, merci à vous tous sur le plateau et je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs et qui sont branchés devant leurs écrans pour nous suivre. Alors aujourd'hui, on va faire un peu le tour de l'Afrique. On va parler du Bénin, du Togo, du Sénégal, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a eu des élections. Qui l'a remporté, c'est Paul Biya. Au niveau aussi du Bénin, il y a un grand problème. Monsieur Ajavon, Sébastien qui était avec le président Talon a été emprisonné. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Et nous allons parler aussi du Sénégal. Je voulais remercier notre ami Atiso Kwamevi qui a tenté de nous appeler, qui va faire tout à l'heure surface dans ce grand débat. Alors, Gabriel, je vais un peu vous laisser le temps de nous faire le point de la situation au niveau de ces pays que je viens de citer, soit le Togo, le Bénin, le Cameroun et le Sénégal. Alors, merci Serge. Merci. D'abord, pour ce qui concerne le Bénin, l'actualité qui fait la une du Bénin, c'est l'arrestation et la condamnation, bien sûr, de Sébastien Ajavon. L'homme a été accusé par le trafic de cocaïne à haute dose. Donc, ce coffre de cocaïne a été retrouvé dans son conteneur d'affaires, le conteneur qui contenait, bien sûr, ses marchandises. Donc, subitement, on a retrouvé ce coffre de cocaïne dans son conteneur qui venait de l'Europe pour transporter quand même ses marchandises. Alors, ceci fait que voilà, la justice
béninoise à travers leur unité qui essaie de traiter ces genres d'affaires. Ils ont condamné Sébastien Aljavon à 20 ans de prison ferme. Donc, ceci a fait que les Béninois, ça suscite quand même l'attention des Béninois et ça révolte les nerfs. Donc, actuellement, le président Patrice Talon est mal vu par les Béninois tout entier. Donc, ce qui fait que, voilà, les politiciens du Bénin se concertent alors pour savoir quelle voie opter pour pouvoir faire tomber une fois encore Patrice Talon, qu'on avait apprécié dès le départ, qu'il est vraiment un bon homme, qu'il est l'homme de la situation pour faire partie Yahi Boni. Donc, finalement, aujourd'hui, Patrice Talon devient maintenant l'homme de l'œil gauche pour les Béninois parce qu'il a condamné Sébastien Aljavon à 20 ans de prison. Mais Patrice Talon aussi est en train de déclarer que non, ce n'est pas lui, mais que c'est la justice béninoise. Alors, on est tout ensemble au courant que la justice béninoise est sous l'ordre de l'exécutif béninois. Donc, quand on dit exécutif béninois, tout simplement, on exerce le président de la République qui assume le pouvoir exécutif. Donc, ce qui fait que les Béninois qui sont quand même lettrés, qui savent bien les rouages de la présidence, essaient quand même de bondir de gauche à droite, mais ils ont la crainte parce que le Patrice Talon a monté toutes les voies pour monter les gardes de gauche à droite. Donc, quiconque qui parle de Patrice Talon est automatiquement surpris à la maison et emporte. Donc, ce qui fait que les politiciens béninois se retrouvent ailleurs et hors des frontières pour essayer d'en parler. Telle est la situation qui provoque au Bénin. D'accord. On revient maintenant au Togo. Le Togo, l'Assemblée nationale togolaise, on parle bien sûr des élus du peuple du Togo, il s'agit bien sûr des députés, se sont retrouvés subitement le lundi dernier, le 22 octobre, pour essayer de décider au sort des représentants de la CENI pour le cadre de l'opposition. Donc, la liste bloquée que la C14 avait envoyée à l'Assemblée pour qu'on adopte est nommée, et ces 8 membres. Finalement, il y a de cela 2 semaines, l'Assemblée a nommé seulement 3 personnes de 8 et les 5 sont restés. Et maintenant, on a demandé à la C14 de faire prononcer ces 3 personnes-là qui aillent prêter serment à la Cour constitutionnelle. Et la C14 a totalement refusé que voilà, si la liste, les personnes qui se trouvent sur la liste totale ne sont pas gardées, alors là, il n'y a pas question que voilà, ces 3 qu'on a retenus puissent prêter serment. Et subitement, le lundi dernier, le président de l'Assemblée nationale, Drama Dramani, a appelé subitement l'opposition parlementaire et la majorité au pouvoir de se retrouver. Et malgré que ce n'est pas prévu, mais rapidement, c'était ça qui était l'ordre du jour. Et ils en ont discuté de long en large et finalement, on a encore adopté 4 personnes sur les 5 restants. Et maintenant, selon la démonstration du président de l'Assemblée nationale, il nous parle que voilà, l'unique place qui reste pour la seule personne qui reste pour appuyer les 5 là, sa place est occupée par l'UFC déjà à la série, qu'on ne peut pas renvoyer l'UFC à la série. Donc l'UFC fait partie des opposants également, des partis politiques de l'opposition également. Donc ce qui fait que voilà, ça a suscité les nerfs également. Les députés de l'opposition parlementaire, ils ont quand même donné leur régulation et des propos aberrants se sont fait sortir au niveau de l'Assemblée, le nouveau palais de l'Assemblée. Ça n'a pas été du tout facile. Et finalement, malgré que les opposants, les députés de l'opposition parlementaire essaient d'alerter l'attention du président de l'Assemblée nationale, que voilà, ça ne peut pas se passer ainsi, que c'est une liste qu'on a envoyée, il faut que la liste soit adoptée au total. Mais finalement, le président appelle à travers un forcing que voilà, il y a 4 personnes qui doivent passer, un point c'est tout, et ils se sont séparés comme ça. Et ceci a fait que la C14 a organisé une conférence de presse pour alerter l'attention des Togolais de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Donc, en plus de ça, au Togo, il y a le mouvement Martin Luther King qui a condamné et dénoncé la société Tutmes qui se trouve au Grand Marché. Il a augmenté les prix
Et finalement, les prix très attendus des articles sont tellement exonérés. Et finalement, les Togolais n'arrivent plus à s'acheter quand même ces genres de trucs qu'ils ont besoin. Et pire encore, cette société sous-estimée serait en train d'acheter les terrains qui sont du grand marché et en complicité avec les leaders qui sont au pouvoir. Donc, ceci a été dénoncé par le mouvement Martin Luther King, présenté par le pasteur Edo Kwame. Donc, en plus de ça, il y a Eric MC qui a alerté l'attention de la jeunesse togolaise et pour leur donner, les appeler à la conscience et leur essayer de rappeler leurs droits et leurs devoirs, ce qu'ils doivent faire pour essayer de se souvenir et essayer de faire tomber ce pouvoir de dictature, j'allais dire. Donc, ça fait que ce message réveille l'attention des jeunes Togolais. Et aujourd'hui, alors nous parlons maintenant, les jeunes Togolais se concentrent petit à petit dans leur coin pour essayer de se préparer. On ne sait pas si c'est un coup qui vient ou bien c'est un acte de couleur qui va venir. On ne sait pas encore, on attend voir. En plus de ça, Eric MC a encore alerté l'attention des forces armées togolaises que voilà, Ford n'est pas la seule personne qui est habilitée à gouverner le pays, mais il a quand même d'autres personnes qui ont fréquenté Gabriel, et qui essaient de voir ces choses-là. Donc c'est ce que nous avons essayé de recueillir au Togo, ce qui s'est passé en Brest et au Bénin. D'accord. Je crois que le reste de l'actualité, on va poursuivre ça et ici au grand débat. Alors, on va commencer tout de suite avec le Bénin. Le Bénin, aujourd'hui, avec l'emprisonnement de Sébastien Adjavon, ce célèbre qui a été jeté en prison, alors qu'il avait été condamné dans un premier temps et libéré. Mais d'un moment à l'autre, voilà qu'il est condamné par la Cour de répression des infractions terroristes. Alors, Classio Kotoglo, comment vous voyez aujourd'hui la démocratie béninoise dans la mesure où M. Talon était la seule personne qui, qui appelait cette démocratie? C'était la personne aujourd'hui qui respectait la démocratie. Mais dès qu'il a été au pouvoir, il était bien sûr avec Talon. Mais aujourd'hui, pour rien, il y a un problème de cocaïne, 18 grammes de cocaïne. On accuse M. Adjavon d'être à la base d'avoir ces 18 grammes dans ses affaires. Alors, comme je l'ai dit, il a été jugé, il a été relaxé et maintenant, sans toutefois, au moment où on a oublié, on le condamne à 20 ans d'emprisonnement avec 5 millions d'amendes. Alors, est-ce qu'il y a réellement une démocratie au Bénin ou bien la justice béninoise est comment on appelle, à la main du président de la République, sinon de l'exécutif? Oui, mon frère Serge, il faut dire que la situation est un peu complexe aujourd'hui dans le cas du Bénin. À partir du moment où c'est Adjavon Sébastien qui a porté main forte à Patrice Talon au deuxième tour des élections présidentielles, afin que Patrice Talon puisse devenir aujourd'hui le président du Bénin. Et rapidement, à la suite de cela, nous avons vu que Sébastien, à cause de certains problèmes internes, surtout sur la répartition des responsabilités pour diriger le pays juste après la victoire de Patrice Talon, il y avait de petits quiproquos. Ces réalités ont conduit peut-être à des dissensions et que ces dissensions n'ont pas été réglées d'une manière ou d'une autre et qui aujourd'hui arrivent à ce niveau dégradant et honteux toujours pour la démocratie africaine. Moi, je ne comprends pas pourquoi les présidents africains sont toujours piqués par cette mouche de vouloir toujours nuire à l'autre pour toujours rester au pouvoir. Moi, je ne comprends pas.
C'est le problème épineux de l'Afrique aujourd'hui. Je parlais de cela la fois dernière. Il faut accepter la diversité politique. Il faut accepter ce qu'on appelle la clairvoyance et le développement de l'Afrique. Je suis fondamentalement déçu de mon cher ami Patrice Talon, qui n'a pas pu essayer de trouver des voies et moyens pour pouvoir résoudre ce problème à l'interne. Aujourd'hui, à l'étape de la situation, il n'y a aucune chose, aucun élément qui peut donner ce qu'on appelle qui peut donner un appui à notre président Talon pour démontrer de A plus B que le cocaïne est retrouvé ce jour-là dans les marchandises de Sébastien Ajavon. Et pour cette zone d'ombre qui tournait autour de cette affaire, je pense bien que Patrice Talon pouvait quand même utiliser de son droit de veto en tant que président pour pouvoir sauvegarder non seulement la démocratie béninoise qui est construite pendant des années et que tout le monde félicite aujourd'hui, mais aussi faire en telle sorte que le contrat qu'il est lié et qui l'a aidé jusqu'à venir au pouvoir puisse être sauvegardé. On comprend clairement aujourd'hui que Patrice Talon ne sépare pas la justice de sa présidence et que Patrice Talon veut retourner un coup dur à Sébastien Ajavon. Si Sébastien Ajavon faisait la drogue, faisait le commerce de la drogue ou de la cocaïne, je suis sûr et certain que Patrice Talon savait avant de demander son appui au cours des élections présidentielles au second tour. Donc, d'une manière globale, Monsieur Cassio, ce problème devait être réglé d'une autre manière et que ça ne doit pas arriver jusqu'à apporter atteinte aux travaux intenses faits par Mathieu Kérékou pour installer, implanter la démocratie au Bénin. Aujourd'hui, le Bénin est sur une pente grave et que Patrice Talon doit faire quelque chose pour pouvoir sauver le Bénin. Dans le cas contraire, je pense bien que le peuple béninois doit se lever pour pouvoir rétablir leur démocratie. Oui, mais M. Cassio, au temps de M. Yahi Boni, M. Talon était accusé d'une affaire du port autonome du Bénin. Mais jusqu'à preuve de contraire, c'était, je crois, que des milliards. Mais jusqu'à preuve de contraire, cela est passé sous silence sur Yahi Boni. Aujourd'hui, M. Talon, croyant que M. Ajabon, qui est d'une qualité extrême et qui a suffisamment d'argent même pour s'occuper des Béninois, il est du coup en prison. Est-ce que ça dit que M. Talon, parce que voilà ce que j'ai décrit encore, il a été emprisonné par la Cour de répression et d'infractions économiques terroristes. Mais M. Ajavon n'est pas de cette trempe, il n'est pas terroriste, mais il a été accusé de tort et à travers. Est-ce que ça veut dire que M. Ajavon vient en force pour prendre le pouvoir et régler les comptes de M. Talon, qui aujourd'hui qui a été président, qui ne veut même pas sentir ce monsieur, parce qu'il ne fait rien, il ne fait rien pour les Béninois. Non, bon, vous savez, je ne vais pas prendre le sujet sur le plan du fait que Patrice Talon ne fait rien pour le Béninois. Je pense bien que Patrice Talon a été élu démocratiquement et qu'il est en train d'exécuter un programme politique de son parti ou bien de son groupe à la tête du Bénin. Il a montré, il montre et montre certains pas positifs pour le continent africain et plus particulièrement pour le Bénin. Mais dans le contexte politique ou bien dans le bras de fer entre lui et Sébastien, je suis un fan de Patrice Talon. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ses discours, j'aime la façon dont il ramène un peu certains éléments, certaines idées de Thomas Sankara au Bénin, mais je suis très déçu, il faut le dire, je suis très déçu de la manière dont il a voulu copier
le scénario du Togo que Faure a utilisé en emprisonnant son petit frère qui faisait la drogue, la cocaïne, tout en laissant son petit frère qui est même la source de la drogue au niveau de la présidence togolaise. Vous voyez, cette manière de vouloir utiliser et mettre la justice devant pour pouvoir annuler l'autre, nuire à l'autrui, c'est très dégradant et c'est très honteux pour l'Afrique. Si j'ai l'occasion, une fois encore, de rencontrer Patrice Talon, je n'hésiterai pas à lui dire, face à face, que l'acte que vous aviez posé, c'est un acte honteux pour l'Afrique et que vous n'aviez pas pu faire le distinguo entre la justice béninoise et la présidence. Il y a des mains noires qui sont derrière ce dossier pour pouvoir nuire à Javon, parce qu'ils ont peur que, bon, le contrat était clair. Patrice Talon fera seulement 2 mandats, à coup sûr. Il va partir. Et Patrice Talon, peut-être, est en train d'avoir cette peur interne qui le pousse à croire que Sébastien peut devenir le président prochain du Bénin et qu'il va lui retourner certains coups. Non, il faut arrêter ce genre de choses en Afrique, résoudre les problèmes à l'interne et puis ensuite chercher plutôt le développement de l'Afrique. D'accord. Merci Cassio Couteglo depuis la Caroline du Nord. Atisso Kwame Vi, est-ce que vous êtes avec nous? Atisso Kwame Vi? D'accord. Atisso Kwame Vi? Oui, Atisso Kwame Vi. D'accord, vous êtes en ligne. Alors, nous sommes en train de parler du cas du Bénin où M. Sébastien Adjavon a été emprisonné. J'ai suivi le développement de mon grand frère Carlos. C'est vrai, ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, ça ressemble exactement à la Guinée d'Alpha Condé. Vous n'êtes pas sans savoir que Patrice Talon, tout comme Alpha Condé, suscitait l'espoir de la jeunesse de leur pays respectif. Mais quand Alpha Condé est arrivé, on voit ce qui s'est passé et on voit ce qui continue de se passer en Guinée. C'est dans la même lignée que Patrice Talon, qui avait eu le soutien de M. Adjavon pour rapporter les élections au 2e tour contre le candidat de la France. Donc aujourd'hui, il vient, il instaure un climat de terreur. Est-ce que c'est la manière dont moi je l'appelle? Puisque l'affaire a été jugée en justice et qu'il avait clamé non-lieu. Et que la justice a même institué quelque chose, soit disant qu'il n'y aura plus de recours. Maintenant, qui est au-dessus de la justice, on sait que c'est en Afrique, les présidents, les justices sont au service des présidents. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Je ne sais pas ce que Patrice Talon a peur, parce que lui-même avait fait une promesse à son peuple, en disant que quand il arrive, il va changer la constitution, que chaque président fera un seul mandat. Donc, s'il a peur d'Adjavon pour son second mandat, donc je ne vois pas le point d'avoir peur de dire quelque chose et c'est le contraire. Donc, c'est toujours l'Afrique qui recule en arrière. D'accord. Et c'est ce que nous déplorons. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire que les indépendants sont venus de la diaspora. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui va s'installer en Afrique comme démocratie, comme développement, ça viendra encore de la diaspora. Donc, ne soucions pas de ce que font ces gouvernements et si la diaspora peut s'organiser comme au temps de nos ancêtres, de ceux qui ont lutté pour l'indépendance de nos pays, donc la diaspora aura son mot à dire. Je vous remercie. D'accord. Monsieur Atisso, restez donc avec nous. On va tout à l'heure venir à vous. Monsieur Adona Gabriel, alors,
Comme l'a dit tout à l'heure M. Atusso, nous le savons tous que M. Ajavon avait été condamné par la justice béninoise et d'un coup, il a été acquitté de cette justice. Mais il y a une justice privée. Il y a dit bien une justice privée qui a été mise en place. C'est bien sûr la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui revient à la surface pour condamner M. Ajavon à 20 ans d'emprisonnement. Ils ont refusé à ce que ses avocats viennent le défendre. Ils ont même humilié les avocats. Monsieur Adona, est-ce que il y a une justice indépendante qui ne dit pas son nom au Bénin, ou bien la Cour de justice béninoise où on a introduit une autre justice privée est donc en déphasage avec la loi béninoise, ou bien c'est la politique qui prend le dessus? Oui, mais merci, cher Jean. Oui, il fallait simplement souligner que les pouvoirs africains sont tous des pouvoirs dictatoriaux. Je prends ça de ce côté d'abord parce que ce n'est pas au Bénin seulement qu'on retrouve ça. Tout récemment, on a retrouvé ça également au Togo, ici, sous le régime Faure Gnassingbé. Donc, il faudrait se poser la question à savoir d'abord qui a instauré cette nouvelle rubrique de justice qui se trouve qui est en train de condamner aujourd'hui Sébastien Ajavon. Et c'est toujours le président de la République, Patrice Talon. Donc, la justice, moi je ne vois pas que la justice béninoise est indépendante, mais cette justice est sous l'ordre, l'injonction bien sûr du président Patrice Talon. Et il est en train de donner quand même des ordres en dessous, et finalement les magistrats sont obligés de respecter ça. Sinon, eux aussi, ils craignent qu'ils soient sautés à leur poste et puis ils seront affairis de leur fonction, j'allais dire. Vous voyez? Donc, c'est une ordre qui vient de là-haut et on est obligé de l'exécuter. Donc, ceci prouve exactement, tout simplement, que voilà, la justice béninoise n'est pas une justice indépendante comme on prétend le dire. Puisqu'on avait apprécié le Bénin sur le plan démocratique, que voilà, le Bénin est en train d'évoluer sur le plan démocratique, mais finalement, Patrice Talon est en train de reculer les Béninois en arrière et le Bénin tout entier. Si Sébastien Ajavon, qui l'a aidé en beaucoup, bien sûr, dans n'importe quel droit, il a aidé à le faire venir au pouvoir, et aujourd'hui, Ajavon devient maintenant son ennemi du roi, mais je vois que voilà, la justice béninoise n'est pas indépendante. Merci Gabriel. Je crois que dans les jours à venir, nous allons tout faire pour avoir le président Talon, avoir aussi M. Ajavon Sébastien qui est en exil depuis la France, et aussi continuer nos enquêtes parce que l'Afrique ne peut pas rester sous la dépendance de l'intérêt, non seulement colonial, mais les intérêts de soi. Merci encore une fois de plus. On va maintenant parler du Togo. Alors, Monsieur Kotoglo Classio, il y a eu un blocage au niveau de la situation que le Togo est en train de vivre. Un blocage qui ne dit pas son nom. Alors, on nous dit que l'UFC, qui aujourd'hui, qui était depuis longtemps avec le pouvoir en place, est maintenant considéré comme un parti d'opposition selon la loi. Alors, si l'UFC ne peut pas se retirer, il y a un blocage. Est-ce que vous pensez que la CEDEAO a reçu non seulement ces informations, mais est-ce que la CEDEAO va réellement régler ce problème pour qu'on avance? Parce que la CENI continue toujours son plan de recensement. Un recensement que vous connaissez, qui ne dit pas son nom, où tous les fous, on nous a dit que tous les fous sont enregistrés, et des gens... En tout cas, c'est un recensement qui ne dit pas son nom. Alors, avec ce blocage,
est-ce que la CEDEAO est prête aujourd'hui à débloquer cette situation, M. Classio? Sinon, que fait la diaspora pour venir avec une solution pour que le Togo aujourd'hui continue de ne pas souffrir? Je crois que Classio, on ne vous attend pas. Essayez voilà, d'ouvrir votre micro. Oui, il faut le dire qu'il y a un sérieux problème, un sérieux blocus au niveau de la CENI actuellement à cause du problème de l'UFC qui a déclaré une opposition parlementaire au niveau de la CENI. Mais il faut dire que c'est un forcing, un pur forcing qui se fait par le pouvoir en place, en connivence avec l'UFC qui est aujourd'hui dans le gouvernement. Oui, effectivement, l'UFC attendait certains pas de la part de la coalition des 14 pour pouvoir faire autrement au début, ce qui n'a pas été fait. Donc, il y a certains amis de J-Chris Olympio qui pistonnent pour que la crise puisse durer, pour voir si la C14 peut succomber, tout ça là. Bon, vous savez, ça ne va pas arriver au Togo. Nous n'allons plus faire les choses comme avant. Oui, la crise, il y a une crise au Togo. Ce que les Gilbert Bara et autres mis chaque jour pour pouvoir faire autre chose. La crise a amené la CEDEAO, appelée par Faure Gnassingbé lui-même. Les experts sont en train de résoudre progressivement nos problèmes togolais. La crise nous a amené à un point où le comité de suivi, délégué par les facilitateurs, a pris une décision. Et la décision a été claire, il faut le dire. La décision concerne les deux protagonistes. Les deux protagonistes doivent choisir leur liste. Et le RPT UNIR a dit que leurs membres au niveau de la CENI, les membres vont rester intacts. Et que la C14 doit amener une liste. L'UFC, étant au gouvernement, est vraiment aussi un parti parlementaire. Et selon notre loi au Togo, l'opposition, tout le monde peut se déclarer opposant parlementaire, opposant. C'est-à-dire, c'est une déclaration seule qui compte. Et maintenant, le RPT UNIR est en train d'utiliser, par exemple, ce point-là pour pouvoir coincer la C14. C'est une crise qui est encore née. On devait faire autrement, mais nous ne sommes pas encore, il faut dire que le peuple et la C14 ne sont pas encore en erreur. Ils n'ont rien fait de mauvais. Ils ont respecté tout simplement ce qui est dit par le comité de suivi. Et vous m'aviez posé la question de savoir si la CEDEAO va réagir. Je suis certain que aujourd'hui, le monde entier, les yeux du monde entier sont sur le Togo. La CEDEAO, lors de la prochaine séance, va certainement dire un mot sur cela. Ce qui se passe, c'est seulement, vous savez, c'est l'habitude de la maison, gagner du temps pour pouvoir sauter. Mais nous avons connu tout ça là maintenant. Et nous avions pris des dispositions en conséquence. Le RPT uni n'ira plus nulle part. Il peut courir, mais il va revenir encore en arrière. S'il refuse, nous sommes obligés d'utiliser des grands moyens. Et ils savent bien que nous pouvons, les Togolais peuvent utiliser des grands moyens. Donc, il n'y a rien aujourd'hui que ce petit Gilbert Bara peut encore imposer aux Togolais. Il faut que ça soit clair. Il n'y a rien aujourd'hui que Faure, qui ne connaît même ce qui se passe autour de lui, peut imposer encore aujourd'hui aux Togolais. Ça, c'est dépassé, c'est révolu. Et certains présidents africains savent ce que nous sommes en train de dire. Ça ne passera plus au Togo comme en avant. Ce que Ouattara est en train de faire,
en connivence avec l'un des facilitateurs. Nous savons tout ça là. Nous sommes sur les réseaux et nous savons tout ça là. Ça va s'arrêter au Togo cette fois-ci. Oui, mais Classio, le RPT uni ne va plus diriger le Togo après 2020. Oui, je vous écoute. Oui, Monsieur Bawara, vous avez parlé tout à l'heure du ministre Gilbert Bawara. Il a dit quoi que l'opposition va faire, même si elle en État ne veut pas se mettre dans les rangs, mais le gouvernement ne va pas reculer. Le gouvernement est déjà avancé, ils vont continuer. Et les législatives vont avoir lieu. Alors, ça veut dire que quoi que l'opposition va faire, eux, ils sont déjà partis. Même M. Christophe Kao l'a dit. Il a dit que cette histoire de blocage, ce n'est que la loi. Ce n'est que la loi. C'est la loi, c'est la Constitution qui dit que l'UFC fait partie de l'opposition. Donc, forcément, ils doivent être avec l'opposition, avec la C14. Non, c'est pas. Vous savez, bon, qui d'ailleurs tu appelles ministre Gilbert Bawara? Qui est Gilbert Bawara? Combien de fois Gilbert Bawara ne se trompe pas dans ses propos? Vous savez, il ne s'agit à rien de prendre certains stupéfiants, puis ensuite venir à la télé, à la radio et dire des bêtises pour pouvoir plaire à Faure Gnassingbé, celui-là aussi qui ne comprend rien de la situation. Qui est Chao? Posez-moi la question, qui est Chao? Celui-là qui ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. C'est le président du groupe parlementaire, monsieur. Vous savez, il faut dire ceci, il faut qu'on soit clair. L'UFC a déclaré un parti de l'opposition. L'UFC est toujours un parti de l'opposition. La crise est sur le plan international aujourd'hui. OK? On a fait une résolution internationale qui dépasse tout sur le plan national. On a donné le pouvoir à la C14 de choisir les membres qui doivent les représenter au niveau de la CENI. La C14 a un chef de file de l'opposition qui n'est autre que Jean-Pierre Fabre. Le chef de l'opposition peut consulter ou bien doit consulter peut-être l'UFC, mais peut-être à leur niveau, compte tenu de certains problèmes, ont jugé que l'UFC est déjà au gouvernement. Donc, ils n'ont pas pu consulter l'UFC. Ça peut être une erreur, ou bien ça peut être aussi une stratégie. Bon, maintenant, ce n'est pas à l'UFC de dire qu'il doit nécessairement siéger à l'Assemblée. Il faut que nous soyons clairs. Il est un parti de l'opposition parlementaire, mais le chef de file a le plein droit de composer une liste et remettre. Si le chef de file n'a pas confiance, par exemple, à ses poulains, il peut le faire. Surtout que dans le contexte du comité de suivi, le comité de suivi a précisé clairement que l'opposition dépose une liste. Et c'est ce qui est fait. Vous savez, nous avons reproché quand même à la C14 de ne pas approcher le vieux J-Chris Olympio pour pouvoir être d'accord sur la liste et tout ça là. Oui, c'est une démarche qui n'a pas été faite. Bon, nous déplorons aujourd'hui, mais il faut le dire que la C14 n'est pas en erreur politique ou bien en erreur de justice. Ce que le RPTA Unir est en train de faire, c'est juste un pur forcing pour pouvoir tuer du temps et faire d'autres choses pour pouvoir instaurer la fraude dans les élections législatives à venir. Mais ça ne va plus passer au Togo. Ça, c'est la fin. D'accord. Merci, Classieux. Courteglou, on va revenir tout à l'heure à vous. On va aller du côté des États-Unis avec Atiso Kwamevi. Atiso Kwamevi. Et je crois que Atiso va nous rejoindre tout à l'heure. Monsieur Adona Gabriel, vous étiez... Oui, monsieur Yao, je suis là. D'accord, Atiso, c'est bien que vous êtes là. Alors, nous sommes en train de parler du blocage au niveau du Togo. Jusqu'à preuve de contraire, monsieur Gilbert Bawara nous dit quoi qu'on fasse. Et ils sont déjà en avance et que, voilà ce qu'il dit, qu'il suit que RPT... Écoutez-moi, Atiso. Monsieur Atiso, écoutez-moi. Il a dit que RPT Unir suit la feuille de route
de la CEDEAO est que d'un moment à l'autre, les législatives auront lieu, bel et bien lieu, le 20 décembre prochain. Alors, est-ce qu'on tend vers un chaos qui ne dit pas son nom, M. Atisso Kwamevi? Monsieur Nyawa, je dirais plus qu'un chaos, hein. Parce que quand on voit, là nous voit les choses, mais aujourd'hui, je vais dire la solution qu'il faut pour le Togo aujourd'hui. Mais pour le moment, je vais me concentrer sur le blocage au niveau de la CENI. Tout d'abord, il faut savoir que dans un pays ou bien dans notre pays aujourd'hui, il y a l'opposition et la coalition au pouvoir. Donc, nous avons l'UFC qui fait partie de la coalition au pouvoir parce que l'UFC participe aux décisions du pays. Vous me suivez? Monsieur Atisso, continuez et poursuivez, on vous suit largement. Du moment où l'UFC participe aux décisions du pays, il n'est plus opposant, mais il fait partie de la coalition au pouvoir. Donc, la partie où se bloque la CENI, M. Gilbert Bawara est en train d'interpréter l'UFC en tant qu'opposition en sa faveur pour qu'il gagne, parce qu'ils ont la confiance de l'UFC déjà. Donc, pour qu'il gagne une personne ou bien un membre de plus à la CENI. Alors qu'il oublie que l'UFC participe aux décisions du pays. Donc, l'UFC n'est plus une partie de l'opposition. Donc, aujourd'hui, la C14 a le droit de discuter avec les autres partis et nommer les gens. Je sais que c'est dans cette ligne que les facilitateurs ont fait appel à l'opposition et au parti au pouvoir. Donc, M. Gilbert Bawara, on connaît qu'il est, et Christophe Chao ont fait son rôle dans le pays et au sein de la majorité au pouvoir. Donc, si ça pose blocage, moi je peux leur démontrer par A et B que c'est l'opposition qui doit choisir ses armes et le parti au pouvoir doit aussi choisir ses partenaires et non ses opposants. C'est ce qu'ils sont en train de faire. L'UFC fait partie de la majorité au pouvoir. Donc, Gilbert Bawara est en train de choisir leurs opposants. Comment tu peux choisir tes propres opposants? C'est ce qui se fait d'ailleurs depuis le temps de Yedema. Yedema avait choisi ses opposants, comme Jacques Amouzou, comme les consorts. Donc aujourd'hui, c'est la même pilule que Gilbert Bawara veut nous faire avaler. Mais cette fois-ci, je pense qu'avec la détermination du peuple et de la C14, cette pilule ne sera plus avalée par le peuple aujourd'hui, ni par les Togolais aujourd'hui. Je sais que bientôt, nous allons libérer le peuple et nous allons libérer aussi peut-être Gilbert Bawara et Franc aussi. Parce que je sais qu'eux aussi, ils sont sous contrainte. Ils doivent faire ce qu'ils sont en train de faire pour prouver à celui qui les protège qu'ils sont en train de faire leurs choses. Mais cette fois-ci, je pense que ça va tomber. Donc, quoi qu'ils en disent que les élections seront lieu le 20 décembre, c'est faux et archi faux. On ne peut pas avoir des élections. Mais, toutefois, ces élections pouvaient avoir lieu en grande chose. Le comité de suivi impose ces lois et qu'on refasse l'enregistrement des électeurs. Sans ça, je ne pense pas qu'il y aura d'élections et ça va nous amener vers plus que le chaos que je disais avant. D'accord. Merci à Atisso. Alors, monsieur Classieux Koutoglou, monsieur Chao Christophe, il a bien dit que une fois, même si tout a été mis en œuvre, la CENI va poursuivre parce qu'il ne peut plus revenir en arrière encore. Et que cette CENI, elle a déjà commencé un travail. Donc, elle doit aller jusqu'au bout. Alors que nous avons aujourd'hui le comité de suivi
qui a parlé d'une CENI, et cette CENI, elle doit être consensuelle. Mais nous voyons aujourd'hui que la CENI qui a été mise en place continue son boulot. Monsieur Classio, est-ce que vous voyez que il y a encore une autre crise qui va s'installer? Je crois que, Monsieur Classio, je vais passer à Gabriel Adona parce que nous avons eu tout à l'heure les problèmes pour l'avoir. Alors, Gabriel, vous étiez à l'Assemblée nationale. Vous savez ce qui s'est passé là-bas. Vous connaissez le comportement même du président de l'Assemblée nationale qui a quand même voulu imposer son desiderata. Et d'un coup, vous savez ce qui s'est passé. Alors, dites-nous réellement comment la C14 a quand même respecté ces gens et comment elle a été éclaboussée. Et nous tendons vers quelle hauteur de crise dans ce mouvement? Serge, Gabriel? Assemblée ici. Gabriel, je crois qu'on va vous prendre l'antenne et aller du côté de Koutoglo. Monsieur Koutoglo, je pense que vous avez pris connaissance de la question, je pense. Sinon, je la répète. Non, oui, je comprends parfaitement ce que vous êtes en train de dire. Bon, ce que Christophe Tchao dit que la CENI doit continuer son travail, vous savez, je venais de vous le dire qu'ils savent pertinemment ce qu'ils sont en train de faire. C'est de bloquer le processus pour qu'ils puissent faire tout ce qu'ils veulent comme fraude. Mais ce qu'ils ont oublié est que la CEDEAO ou bien les facilitateurs sont déjà au courant de tout ce qu'ils faisaient et ce qu'ils sont capables aujourd'hui de faire. Vous savez, nous n'allons pas renoncer à la résolution de la crise par la CEDEAO. Nous resterons toujours dans la résolution de la crise par la CEDEAO. C'est ça qui même fait peur, ces gens. Et ils nous poussent à ce que nous puissions faire des erreurs pour sortir de la résolution de la crise par la CEDEAO. Il suffit seulement d'écouter M. Agbeome Kodjo sur l'une des radios du Togo pour comprendre effectivement le coup que le RPT UNIR et ses partenaires sont en train de préparer contre le peuple. Vous savez, il n'y a aucun accord politique qui peut se prendre sur le plan national et respecté par les tueurs des citoyens. Il n'y a aucun accord. C'est impossible. Nous avions fait ça pendant 26 ans. Ça n'a rien donné. Nous avions toujours fait ça dans le cadre de l'accord politique global. Et moi, je croyais que Fort allait prendre cette occasion pour pouvoir faire sortir le Togo de cette crise éternelle. Mais il a encore échoué à cause de la gourmandise du pouvoir. Et maintenant, certaines personnes autour d'eux sont en train de faire des choses à telle sorte que nous puissions sortir du cadre de la CEDEAO, de l'OUE et de l'ONU pour pouvoir venir sur le plan national afin pour qu'ils puissent imposer ce qu'ils veulent. Nous savons tout ça là, non? Les membres de la C14 sont avertis, puisque c'est les présidents africains qui veulent que la dictature finisse au Togo. Ce sont les présidents de la CEDEAO qui disent que le Togo ne n'honore pas la zone ouest africaine. Il faut qu'ils comprennent ce qui se passe. Ça va prendre un peu de temps. Vous savez, quand nous sommes dans une résolution de la crise diplomatique, ça prend du temps. Comme je le disais sur une radio Zéphyr au Togo la fois dernière, le RPT UNIR connaît cette réalité que la résolution de la crise diplomatique par la CEDEAO prend du temps. Parce qu'ils ont dirigé le pays pendant 52 ans. Ils connaissent les coins et les requins. Donc ils s'appuient sur ce retard-là, ou bien ce petit temps-là, pour pouvoir casser la psychologie du peuple.
pour pouvoir essayer de semer la zizanie entre les membres de la coalition qui restent aujourd'hui campés, comme nous le disons au Togo, dans notre langue, c'est-à-dire solides. Et ils profitent de ces occasions-là pour pouvoir glisser de beaucoup de choses pour que le peuple puisse être remonté encore contre les opposants de la C14. C'est ce qui se fait. Ils oublient que nous connaissons leur stratégie et que les gens sont internes au niveau du RPT Unir aussi qui cherchent à ce qui est alternance. Vous voyez? Donc, Serge, il faut le dire clair, la C14 ne va jamais renoncer à la résolution de la crise par la CEDEAO. L'ONU ou bien l'OUA seront appelés tout prochainement pour s'ajouter à la résolution et nous allons voir la vérité claire dans les choses. Ils ne feront plus comme avant. Ils n'iront plus aux élections le 20 décembre. Voilà, Gilbert Bawara, il a dit qu'il suit la feuille de route de la CEDEAO. Donc, la C14 est en train de perdre son temps. Serge, je vais vous le dire, je maîtrise bien ce qu'on appelle le RPT Unir. Vous savez, le RPT Unir, quand vous faites une phrase, ils prennent la phrase et puis ensuite va au labo. Maintenant, cette même phrase, ils donnent des différentes interprétations. Ok, maintenant, l'interprétation qui les arrange, c'est cette interprétation qu'ils présentent au peuple à travers la TVT et autres coulisses qui sont au contact des populations à la base. Vous ne restez pas sans savoir que la population togolaise est analphabète à plus de au moins 60%. Donc, ils jouaient sur tous ces éléments pour pouvoir tromper le peuple pendant 52 ans. Aujourd'hui, nous disons non à cela. C'est pour cela d'ailleurs, vous m'aviez posé la question tout à l'heure, de savoir ce que la diaspora doit faire. La diaspora doit abandonner la résistance de banderoles, avec des banderoles, des t-shirts et des logos en bas des affiches de manifestation. Nous devons préparer un fonds d'investissement et de résistance pour pouvoir dégager ce pouvoir. Nous devons avoir des moyens lourds pour attaquer le bas peuple, c'est-à-dire les gens qui sont analphabètes et qui ne comprennent rien, pour que le peuple se soulève d'une manière. Bien sûr que nous savons qu'il sera difficile de prendre le pouvoir avec l'insurrection, mais il y a d'autres moyens A et B que nous pouvons associer, par exemple, à ce soulèvement populaire pour pouvoir prendre le pouvoir. Et la diaspora, je ne sais pas jusqu'à présent si la diaspora togolaise n'aime pas son pays ou pas. Ce ne sont pas, oui, ce que nous sommes en train de faire sensibilise le peuple, met la flamme toujours debout, mais mettons de l'argent, le nerf de la guerre, sur un compte de la C14 et vous allez voir comment les choses vont évoluer plus rapidement. Moi, je connais les herpétistes. Je les connais. Ils ont peur seulement de ceux qui ont les moyens. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent être déposés n'importe quel moment. Alors là, agissons la diaspora pour sauver le Togo. D'accord. Agissons la diaspora pour sauver le Togo. Je crois que la diaspora est réellement en train de se préparer pour agir. Atiso Kwame Vu, est-ce que vous êtes à nous? Vous êtes avec nous? Alors, oui, je suis là. Alors, on va passer à un autre, avant de passer à un autre sujet, sinon au Sénégal, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, monsieur Nawa, je ne resterai pas indifférent. Monsieur Outogo vient de faire une analyse très très pertinente qui manque à l'opposition. Et il vient de dire que le parti au pouvoir, quand tu fais une phrase, il prend la phrase, il le décortique, il analyse et il prend la portion, l'explication qui l'avantage. Ce sont des penseurs, hein? Je pense que ça manque à l'opposition. Ça manque à l'opposition. C'est pourquoi je disais que l'opposition devrait avoir un laboratoire politique
trois têtes qui peuvent avoir ce rôle, se mettre dans la peau des gouvernants qui sont au pouvoir aujourd'hui. Dire que si telle situation se présente, si nous sommes au pouvoir, qu'est-ce que nous allons faire? Si telle situation se présente, qu'est-ce que nous allons faire? Nous pouvons contrecarrer le pouvoir. Cela dit, je voulais dire aujourd'hui, très haut, ce que tous les Togolais pensent de bas. Monsieur Yawa, je pense que vous connaissez un certain Djidji Rawlings. Oui, vous l'avez dit la fois dernière, mais il faudrait qu'on soit patient avec le pouvoir en place aujourd'hui qui se patiente et qui est un laboratoire très unifié, comme vous le dites. Vous demandez si vous connaissez un certain Rawlings. Vous savez comment Rawlings est arrivé au pouvoir au Ghana? Et vous voyez l'évolution du Ghana aujourd'hui. Je pense que le Togo a besoin d'un Rawlings pour nettoyer la maison. Mais si nous crions Asikbalo, depuis 90, nous parlons d'Asikbalo ne nous a pas amené au bon port. Avec les poches vides. Tous les Togolais pensent qu'il faut aujourd'hui au Togo un Rawlings. Et ce Rawlings va sortir de la maison même du RPT. Je vous le dis et je vous le répète encore. D'accord. C'est ce que le Togo a besoin aujourd'hui et ça ne va pas tarder à arriver. Croyez-moi, ça ne va pas tarder à arriver. Parce que même Gilbert Bahora, quand il vous parle, il a peur. Et il ne peut pas dire ce qu'il a sur le cœur. Il ne peut que formuler des mensonges pour faire plaisir à quelqu'un. Et quand il sort de sa maison, il est sidéré parce que pour les gens de son propre camp. Vous voyez aujourd'hui, c'est ce qui se passe au Togo aujourd'hui. Tous les classiques du RPT, ils ont peur de leur prochain. Ils n'ont pas confiance en leurs camarades de lutte. Donc, ils aussi veulent la libération du Togo, mais ils ne peuvent pas le dire ouvertement. S'il faut le dire, il faut quitter le pays comme Essor Bokobosu, qui était entre-temps ministre de l'Intérieur et qui a dit que non, ce n'est pas bon pour le pays. C'est ce qui est bon, on devait faire. On l'a fait sortir dans un sac diplomatique. Vous voyez? Donc, même les Tchao, tous ces généraux, ils veulent la libération du pays. Plus que nous-mêmes, parce que nous, on peut parler, mais eux, aujourd'hui, ne peuvent même pas parler. Donc, je vous le dis aujourd'hui, le Togo a besoin d'un Djidji Rawlings. Je vous remercie. D'accord, le Togo a besoin d'un Rawlings, Djidji Rawlings. Alors, Monsieur Classio, je crois qu'on va passer au Sénégal, mais voilà ce que le ministre Bahora dit du Front citoyen Togo Debout. Il dit que c'est l'aile marchande de la coalition C14. Il ne sait pas s'il me fait comprendre, bien sûr. Qu'est-ce que M. J.V. Bara veut nous insinuer à travers ces dires? Vous savez, c'est un système que nous connaissons. Si on veut accuser son chien, tu sais ce qu'on fait, non? On l'accuse de rage. Si on veut tuer son chien, on l'accuse de rage, on dit très souvent. Vous savez, le RPT Unir est dans une stratégie de tuer tous les foyers de soulèvement et de résistance. Vous savez, la C14 doit comprendre cela. Le Front citoyen Togo Debout est un mouvement social créé par les Togolais. Et David Dosser est le président. Monsieur Adjaré est aussi un rapporteur. Il y a le mouvement, moi je peux même vous dire comment le mouvement est créé. Le mouvement est créé par un nom ou bien un groupe de personnes parmi lesquelles il y a un nom qui n'est autre que l'artiste Eric MC qui voudrait entre-temps être le candidat à l'élection présidentielle du Togo. Mais rapidement, les jeunes ont vu que, ok, voyant ce que les politiques sont en train de faire, ils peuvent faire quelque chose autrement pour pouvoir faire montrer
à l'opinion nationale et internationale les aspirations profondes du peuple. Quand on parle d'une société civile, c'est-à-dire les gens qui connaissent et maîtrisent ce qui se passe dans les hôpitaux. Vous aviez vu tout dernièrement comment ils ont lancé, ils ont fait une pression un peu sur les gouvernants au niveau du CHU pour que les choses se corrigent. C'est la santé du peuple qui est en danger. C'est comme ça que la société civile est créée. Maintenant, le Togo, les problèmes du Togo sont tellement que c'est les mêmes problèmes un peu partout. C'est les problèmes que réclament les politiques et c'est les mêmes problèmes que réclament les membres de la société civile et bien sûr la diaspora. Maintenant, vous savez, le sulfureux Gilbert Bawara qui ne fait que faire sortir des phrases tapageuses comme quelqu'un qui a pris un stupéfiant dans sa chambre et sortir, et a trouvé encore un argument pour pouvoir étouffer la société civile. C'est comme ça qu'il commence. Vous voyez? C'est comme ça qu'il commence. Bientôt maintenant, ils vont dire que, ok, c'est la C14 qui a envoyé le Front Citoyen Togo Debout pour pouvoir faire les marches. Et vous allez voir peut-être que le 2, ils vont commencer par le ministre de l'Intérieur, le drogué Yak Daheman, va sortir à l'antenne et puis ensuite commencer par dire certaines choses, que la sécurité, ceci, ceci, ceci. C'est comme ça qu'il commence. Si vous ne connaissez pas votre ennemi du peuple, vous ne pouvez pas le gagner. Alors là, moi je m'inscris en faux totalement contre cette affirmation gratuite de Gilbert Bawara en considérant le Front Citoyen Togo Debout comme une aile marchande de la C14. Et je demande au peuple de rester vigilant et debout et de sortir massivement sur les jours que la société civile est en train de leur demander de sortir pour pouvoir réclamer la libération de tous les otages de Yak Daheman et de réclamer autre chose qui peut aller dans l'intérêt du peuple togolais. Le Togo n'est pas un royaume. Le Togo n'est pas un Nyasing Bélandais. Il faudrait que nous sortons de ce nom pour donner un nom digne. Le Togo qui a été donné au pays par les indépendantistes. C'est ce que nous allons faire cette fois-ci. Et ils vont capoter, ils vont tomber. Tôt ou tard, ou bien d'ici 2020, ils vont tomber. Et ils le savent très bien. Ils doivent commencer par négocier très tôt pour que nous puissions devenir des filles et fils de même pays. Sinon, ça va dégénérer tous. D'accord. Classio, restez encore avec nous. On va directement passer au Sénégal où aujourd'hui, le président de la République, son Excellence Macky Sall, prépare réellement sa réélection dans la mesure où aujourd'hui les autres candidats potentiels sont inquiétés. Nous voyons une grande star qui arrive paisiblement en son nom, M. Sonko Ousmane, qui essaie de décrisper la situation sociopolitique au Sénégal. Il a même parlé du fait qu'aujourd'hui, les Sénégalais sont tués par les Mauritaniens. Et Macky Sall ne dit rien. Parce qu'aujourd'hui, il y a le pétrole qui a été trouvé entre le Sénégal et la Mauritanie. Mais la plus grande partie appartient aux Sénégalais. Et que le Sénégal devrait avoir 80%. Mais il y a des accords qui ont été signés avec Macky Sall qui sont des accords qui ne n'ont pas. D'ailleurs, même le Sénégal qui a besoin de pousser parce qu'on vous dit que ce pétrole, c'est de l'Eldorado. Est-ce que les Sénégalais sont prêts aujourd'hui pour Sonko Ousmane ou bien est-ce que les Sénégalais sont prêts aujourd'hui pour Macky Sall pour rester toutefois crispé parce que nous connaissons ce que M. Macky Sall, étant président de la République sénégalaise, est en train de produire aux Sénégalais parce qu'il nous avait dit que lorsque je viens au pouvoir, les Sénégalais vont plus souffrir, les Sénégalais vont plus faire ceci et cela. Mais nous allons ensemble gouverner ce pays. Aujourd'hui, on voit le contraire. Monsieur Classio, quelle est votre approche de cette idée? Serge, je vais un peu vous surprendre parce que
nous n'avons pas le directeur de campagne de Sonko ici ce soir. Mais vous pouvez, vous pouvez l'être parce que vous nous avez prouvé que vous aimez Sonko. C'est une jeunesse, parce que M. Ouattara l'a dit, il faut maintenant céder la place à la jeunesse. Oui, tout à fait. Je suis d'accord qu'il faut au moins l'alternance en Afrique régulièrement pour que nous puissions évoluer. Vous savez, comme je l'ai dit la fois dernière, le Sénégal, c'est un pays comme les autres. On doit avoir des opposants et on doit avoir des présidents. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, que Sonko soit bon ou pas, il a son droit de faire sa politique en tant qu'opposant. Et ce que moi, je peux dire est qu'il faudrait que les conditions soient normales, légales, légitimes, pour que tout le monde puisse aspirer au fauteuil présidentiel en Afrique. C'est ça l'essentiel pour moi. Maintenant, si le président qui est au pouvoir est en train de faire certaines choses pour pouvoir supprimer certaines personnes sur la liste, je vais m'inscrire en faux contre cela. Les gens disent, je ne suis pas panafricaniste, parce que je n'ai pas intégré aucune congrégation panafricaniste, mais je suis juste un citoyen africain. Et la manière dont je suis en train de voir les choses, c'est ce que je suis en train de dire. Il faudrait que les conditions soient claires pour que tout le monde puisse aspirer au fauteuil présidentiel. Le fauteuil présidentiel n'est pas pour quelqu'un, ou bien quelqu'un doit venir au pouvoir et faire tout et tout pour pouvoir le transmettre à son ami, ou bien à rester là-bas éternellement. Vous savez, c'est tout ce que moi je demande au président sénégalais de faire. Vous savez, il est aujourd'hui il a aussi le droit de briguer encore son deuxième mandat. Donc, je souhaite que la démocratie prime là-bas. Bon, Macky Sall, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il fait beaucoup de choses pour l'Afrique, mais je ne voudrais pas qu'il salisse sa politique comme ce que Patrice Talon est en train d'avancer aujourd'hui. Donc, moi, je souhaite bonne chance à Sonko et de batailler dur en tant qu'un jeune, et que quand le peuple est derrière lui, je ne vois pas pourquoi il ne peut pas prendre le pouvoir. Moi, c'est ma philosophie consciente. C'est ça. D'accord. Merci Cassio. On va aller rapidement du côté de M. Gabriel Ladonna avant d'arriver sur Atisso. Atisso, vous patientez. Gabriel, alors nous sommes au Sénégal là, où on parle aujourd'hui de ce pays qui a besoin de l'ère économique, un air aujourd'hui qui n'est pas respiré réellement comme le disent certains Sénégalais. L'économie est bradée, le pétrole qu'on vient de trouver, même il est bradé, alors que ce pétrole peut faire l'enrichissement de ce pays, un développement économique de ce pays. Mais aujourd'hui, M. Sonko Ousmane, qui revient à la surface pour dire la vérité, est-ce que nous pouvons dire qu'il peut être écarté demain de la cour des présidentielles dans la mesure où on se dit qu'il est dans le visage du gouvernement? Monsieur Gabriel. Oui, merci. Mais facilement, pourquoi pas le dire? Parce que aujourd'hui, quand on voit quand même de la politique africaine aujourd'hui, c'est une autre vision carrément que les politiciens essaient d'amener. Donc, le cas du Sénégal, aujourd'hui, il faudrait quand même le souligner. Si cet opposant charismatique était quand même un pivot, et aujourd'hui qui se réclame d'être un candidat aujourd'hui, il peut toutefois changer la physionomie de l'économie sénégalaise, comme on le dit. Donc, mais seulement reste à savoir que maintenant, est-ce que Macky Sall va essayer de lui permettre de faire tout quoi que ce soit, parce qu'il est en train de préparer quand même sa réélection. Quand on voit quand même le système qui est en train d'être profilé au Sénégal, et Macky Sall est en train de repréparer, j'allais dire, sa réélection. Donc, ce qui fera que voilà, l'économie du Sénégalais sera un peu à bas si Macky Sall veut se réélu. Donc, obligatoirement, l'économie sera à bas et ça bloquera quand même la voie à cet opposant charismatique pour pouvoir essayer de profiler les choses comme on le voulait quand même. Les Sénégalais aujourd'hui crient son nom de gauche à droite que voilà, c'est lui seul qui peut quand même changer
Mais reste à savoir si ça sera quand même possible pour lui. Si le système mis en place par Macky Sall, on le connaît bien quand même, c'est ceux qu'il a mis devant. Donc, ce sont des intellectuels qui sont quand même mobilisés derrière lui pour pouvoir changer la constitution, pour qu'il soit réélu quand même. Donc, c'est ça que moi, j'ai un peu la crainte pour cet opposant-là. Sinon, il a la bonne vision. Si l'occasion lui permet, il peut toutefois réélever l'économie sénégalaise. D'accord. Merci, merci à Gabriel. Monsieur Atisso, Kwamevi, est-ce que vous êtes avec nous? Ben, nous parlons du Sénégal. Je pense que vous avez beaucoup de choses à ajouter parce que aujourd'hui, voilà, nous parlons de Sonko. Nous parlons de Sonko. En tant qu'observateur de la politique sénégalaise et de la population sénégalaise, je pense que Macky Sall a fait 3 grandes erreurs qui vont lui coûter cher. Premièrement, le maire de Dakar, que tous les Dakarois et la plupart des Sénégalais ont vu leur espoir, Macky Sall l'a enfermé. Macky Sall même suscitait un espoir pour les Sénégalais qu'il a déçu. Et en plus de leur déception, aujourd'hui les jeunes Africains, ils cherchent quelqu'un qui peut défendre l'Afrique. Et les Sénégalais, la jeunesse du Sénégal, ont mal vécu l'expulsion de Kémy Séba du Sénégal. Donc ça aussi a coûté cher à Macky Sall. Et puis, la manière dont Macky Sall a humilié Abdoulaye Wade et son fils Karim Wade, les Sénégalais sont très très sensibles à ça. Et si tu te hasardes à se promener à Dakar et dans les villes du Sénégal, c'est comme la population ne veut plus de Macky Sall. Et tout homme qui serait capable d'affronter Macky Sall rassemblera tous ses voix. Et ce qui est très inquiétant pour Macky Sall aujourd'hui, ce candidat qui est en train de toucher un point sensible du Sénégal. Ce pétrole et la jeunesse. Et aujourd'hui, on sait que la jeunesse sénégalaise, c'est que l'importance du pétrole et que s'il matérialise sa campagne sur ce point sensible, qu'il va sauver la jeunesse, qu'il va redonner espoir à la jeunesse, je pense qu'il peut tenir tête à Macky Sall s'il a la transparence au cours de ces élections. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que lors des élections législatives passées, les choses ne sont pas bien passées comme il devait. Donc, le président sortant, pour ne pas dire le président en place, donc, il a tout, tous les biens du pouvoir en sa faveur pour battre sa campagne. Alors que ce nouveau candidat, qui n'a pas aussi de poids que Karim Wade et Khalifa Sall, mais je pense que si, après avoir écarté ses grands, ce candidat peut lui tenir la tête, s'il se base sur ce point sensible pour faire une campagne adéquate et convaincre surtout la jeunesse qu'il peut s'en charger et qu'il va leur trouver du travail. Je pense qu'il peut tenir tête à Macky Sall. D'accord. Merci à Tissot. Monsieur Classio, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Et sinon, voilà ce que Monsieur Sonko dit. Il dit que Monsieur Macky Sall a un plan économique, mais c'est un programme qui peut émerger le Sénégal. Est-ce que et que lui, dès qu'il arrive au pouvoir, il va essayer de voir cette situation du franc CFA. En disant ceci, est-ce que vous ne voyez, parce que M. Macky Sall, vous savez de quel côté il est, de quel président il représente, même si aujourd'hui les Sénégalais disent que M. Macky Sall est venu pour développer le Sénégal,
Mais Sonko, nous ne supportons pas Sonko, nous supportons la réalité. Il dit que quand il arrive, il va régler le problème de franc CFA. Est-ce qu'il n'est pas d'abord dans le visage du gouvernement et dans le visage de la communauté internationale? Parce que au Sénégal, bien sûr, on a cette démocratie. Oui, Serge, il faut dire que moi, tous ceux qui veulent régler le problème de CFA sont bons pour moi comme des Africains. Parce que, surtout pour les Africains francophones, tous ceux, je dis tous ceux et toutes celles qui ont les éléments, qui ont les éléments pour régler le problème du CFA en Afrique sont bons pour moi en tant que des Africains. Bon, maintenant, vous savez, si nous sommes dans l'opposition, nous disons des choses comme Macky Sall aussi l'avait bien dit, et que nous arrivons au pouvoir, nous devenons maintenant des béquilles de ceux-là qui veulent toujours nuire à l'Afrique. Bon, je prends des gens, je mesure les propos de tout politique, mais j'aime plutôt les voir plus à l'action. C'est ça, d'ailleurs, qui me place dans une situation aujourd'hui farouchement contre Faure Gnassingbé, qui a tenu des propos mielleux lorsqu'il est arrivé au pouvoir dans la rivière du sang des Togolais. Oui, mais monsieur Classio, oui. Monsieur Ousmane Sonko a travaillé dans le gouvernement. Il connaît les rouages. Il dit, voilà ce que Sonko Ousmane dit. Vous m'écoutez, monsieur Classio. Il dit qu'on ne peut pas parler d'émergence lorsque 90% de l'économie sénégalaise se trouve entre les mains des étrangers. Est-ce que ce n'est pas vrai? Tu sais ce que Macky Sall avait dit lorsqu'il Parce que vous avez fait tout à l'heure une analogie entre Sonko et puis Faure. Monsieur Ousmane Sonko a travaillé dans le gouvernement d'Akan. Donc il connaît les rouages. Non, je ne fais pas une analogie entre Sonko et Faure. Je dis que quand on est dans l'opposition, très souvent, on fait sortir des éléments importants, ok, qui permettent quand même à la population de dire que celui-là va arriver au pouvoir, il va faire ceci et cela. J'aime voir plutôt ces personnes à l'action. C'est pourquoi je peux dire que je souhaite une bonne chance à Sonko aujourd'hui de battre le président Macky Sall démocratiquement dans les urnes aux élections présidentielles prochaines et de venir au pouvoir mettre en application son programme. Monsieur Classio, aujourd'hui, je me méfie beaucoup au propos des politiques. Nous savons aujourd'hui que ceux qui sont au pouvoir, quand ils organisent les élections, il est difficile de les perdre. Il est très difficile de les perdre. Est-ce que M. Sonko Ousmane a eu une très bonne position de gagner ces élections dans la mesure où ce n'est pas lui qui organise et que les Sénégalais d'ores et déjà parlent d'une fraude marginalisée? Mon frère, aujourd'hui je suis contre cela, que ceux qui organisent les élections gagnent toujours. Je demande aux Africains, comme l'a bien dit l'ex-secrétaire général de l'ONU, si une dictature veut s'imposer au peuple, alors que le peuple a choisi une autre chose, il faut trouver des moyens lourds pour pouvoir faire partir cette personne. C'est-à-dire faire le coup d'État. D'accord. Mais monsieur Classio, nous ne souhaitons pas de coup d'État dans nos histoires. Nous voulons. Okay. Vous avez parlé tout à l'heure, monsieur Classio, écoutez-moi. Vous avez parlé tout à l'heure de la victoire dans les urnes. Dans les urnes. Allons dans les urnes pour acquérir la victoire parce que celui qui organise les élections, vous avez vu hier, Paul Biya. Je ne sais pas si on a le temps d'y arriver. Vous avez eu Paul Biya. Il a organisé les élections. On a parlé de fraude. On a rejeté toutes les plaintes
de l'opposition aujourd'hui, il a eu 71%. Et Katon a eu combien? 14%. Qui est le président? C'est Paul Biya. Qu'attend Maurice Kamto pour pouvoir faire le coup d'État? Qu'attend Maurice Kamto pour pouvoir, avec le peuple qui a voté et qu'on est en train de prendre, chercher des moyens pour pouvoir faire le coup d'État? C'est la solution en Afrique. C'est la seule solution en Afrique pour le moment. Ne contournons pas les choses. Le secrétaire général de l'ONU, je dis, la tête de l'ONU, le Ghanéen qui vient de décéder tout dernièrement, a dit clairement que si un gouvernant veut s'imposer aux voix du peuple, il faut trouver des moyens lourds pour pouvoir faire partir la personne. Est-ce que la même solution peut être appliquée au Togo, avec tout ce que vous êtes en train de dire? Vous savez, le cas du Togo sera réglé. D'accord. Inch'Allah, je te le dis ce soir. D'accord. Monsieur Tassio, je pense... Voilà, on va aller du côté rapidement de Gabriel. Monsieur Classio, je reviendrai tout à l'heure à vous. On va aller du côté de Gabriel. Alors, Gabriel. Oui, Serge, compte tenu de ce que mon prédécesseur vient de dire, tout simplement, c'est bien clair que voilà, ceux qui organisent les élections aujourd'hui en Afrique, ce sont eux toujours qui sortent victorieux. Ça, c'est habituel maintenant. Ce qui fait que maintenant, les Africains, les peuples togolais et ailleurs aujourd'hui ne croyaient plus aux élections. C'est le cas du Cameroun, que Paul Biya a remporté 61%. Et donc aujourd'hui, il est devenu président, mais sur le coup. Mais vous voyez maintenant, donc ceci fait que ça sera un peu difficile à Sonko de prendre le pouvoir et de réaliser ses idéaux qu'il a quand même pour essayer de sauver le Sénégal aujourd'hui. Mais je reviens maintenant pour le franc CFA dont vous faites allusion. Moi, je voudrais que ça soit quand même un débat qu'on doit essayer de dire sur cette antenne aujourd'hui, la fois dernière. Je vous promets, M. Gabriel. Ridicule. Oui. Je vous le promets, M. Gabriel, on va faire ce débat parce que aujourd'hui on parle d'une monnaie connue, le franc CFA. Mais si on parle du franc CFA, il y a certains chefs d'État qui ne nous font pas l'honneur. D'un moment à l'autre, ils ont le pied dedans et l'autre pied au dehors. Et quelle monnaie mettre ensemble? Est-ce que c'est une monnaie qui va changer de nom, qui ne va plus porter franc CFA, mais qui va porter un autre nom? Et en dessous, il y a des ficelles qui sont en train de tisser par la communauté internationale qui supportent cette monnaie. Mais on va faire un grand débat là-dessus. Allez-y. D'accord. Et ça, c'est bien vrai. On y reviendra là-dessus. Puisque aujourd'hui, ce qui piège maintenant la monnaie unique africaine, c'est tout simplement les pays. Il y a que deux pays, le Togo et la Côte d'Ivoire. D'accord, je crois que on va voir Gabriel tout à l'heure. Gabriel, on ne vous attend plus. Donc, on va vous passer l'antenne tout à l'heure. Monsieur Atiso Kwamevi, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Est-ce que vous voulez dire quelque chose par rapport à ce que monsieur Macky Sall est en train de faire? Est-ce que Macky Sall prépare sa réélection? Parce que c'est lui qui organise les élections. Vous avez vu, comme je l'ai donné l'exemple du Cameroun, où aujourd'hui, même celui qui était avec M. Maurice Kamto a été arrêté, M. Eric Kenge a été arrêté. Il est en prison actuellement parce que, en tout cas, il a dit des vérités qu'il ne fallait pas dire. Alors, est-ce que M. Ousmane encore Sonko est en train de mener une bonne politique ou bien il est dans le viseur, non seulement de Macky Sall et de la communauté internationale? Rapidement, Tissot, parce qu'on va passer au Cameroun. Bon, on sait que en Afrique, les présidents qui organisent les élections, à l'exception de quelques-uns, sont toujours des taillards d'avance. Quand on voit ce que Macky Sall faisait depuis, on sait qu'il est en train d'écarter les poids lourds. Si tu es en train d'écarter les poids lourds, pour faire quoi? C'est pour rester. Donc, la solution est déjà dans la main de Macky Sall. Mais je sais
allait dégénérer, mais le peuple sénégalais a su tirer son épingle du jeu par le vieux qui a adopté une sagesse. Et si ce cas advenait encore au Sénégal, je pense que si Macky Sall aura le courage, comme Abdoulaye Wade, de laisser le peuple sénégalais jouir de son choix, on verra. Mais jusqu'à peu contraire, je pense que Macky Sall est en train de préparer son second mandat. Mais d'ailleurs, ce n'est pas seulement Macky Sall. Quand on va en Algérie, on voit aujourd'hui Bouteflika Moura, mais il se présente encore aux élections. Mais même Paul Biya, dont vous venez de parler, il est Moura. Donc, mais il est encore aujourd'hui également président du Cameroun. Il a même reçu l'invitation des chefs d'État qui ne devaient pas le féliciter, puisque la victoire est entachée de but. Mais les chefs d'État l'ont félicité et Maurice Kanté, quoi qu'il peut faire, quoi qu'il ne peut pas faire, bientôt, il va rentrer dans l'oubli. Et c'est ce qui va se passer au Sénégal. Mais encore une fois, le peuple sénégalais n'est pas comme le peuple togolais. Donc, Macky Sall doit faire extrêmement attention. D'accord. Il veut avoir l'honneur Alors Serge. que Abdoulaye Wade a aujourd'hui. Alors Serge. C'est ça. Gabriel, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais revenir tout simplement sur le candidat de l'opposition sénégalaise, juste pour dire tout simplement que ça ne sera pas du tout facile pour lui si aujourd'hui Macky Sall organise cette élection. Parce que le cas du Cameroun serait quand même un exemple pour nous tous. Si Macky Sall n'est pas encore prêt à partir, alors là, les idéaux, bien sûr, de Sonko seront difficiles à réaliser. Il va falloir qu'il vienne au pouvoir avant de réaliser toutes ces idées qu'il est en train de planifier. Alors, mais il est à savoir que, voilà, ici, il savait qu'il n'allait pas quand même envoyer au préabord ces idées du changement de la monnaie unique africaine. Vous voyez, alors qu'aujourd'hui, c'est la France qui demeure comme la base fondamentale de l'inchangeable, l'unique monnaie de l'Afrique. Si aujourd'hui on a des problèmes à changer le CFA aujourd'hui, il s'agit bien sûr de la France qui s'appuie sur le Togo et la Côte d'Ivoire. La fois dernière même, il a fallu que le Ghana et le Nigeria aimeraient plaquer leur veto pour dire que voilà, si ça n'est ainsi, il va falloir que la France essaie de les dédommager, comme on a fait pour l'Angleterre. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Angleterre est sortie de la zone euro à cause parce que ça ne lui donne pas trop profit. Voilà que le Ghana utilise Cyrus et le Nigeria, c'est Naira. Vous voyez, alors que Naira est au-dessus du franc CFA. Et maintenant, on est en train de proposer au Nigeria et le Ghana que voilà, le cas changer leur monnaie en franc CFA et essayer d'endosser le franc CFA et les autres. Ce qui sera un peu difficile. Et Boari et Nana Akufo-Addo sont en train de refuser carrément. Donc c'est ça qui demeure maintenant le problème sur la table de la zone UEMOA aujourd'hui. On va en parler. Donc ce serait difficile pour ça. Oui, ça serait un autre sujet. Ça serait un autre sujet parce que il faut dire aujourd'hui que le franc CFA est encore plus lourd de la monnaie ghanéenne et de la monnaie nigériane. Il faut le dire. Donc, si on veut que l'Afrique se développe et qu'on a une monnaie commune, je pense que le Nigeria et le Ghana ne vont pas s'imposer. Il y aura une réunion. Alors, Gabriel, je vous adresse la parole pour remercier Classio Koutoglo qui a fait un travail laborieux. C'est lui-même l'effigie qui est derrière Gabriel. C'est lui qui a financé ça. Nous voulons sensiblement lui dire merci pour tous ces efforts financiers qu'il a pu faire. Alors, voilà. Alors, on va passer. Oui, Gabriel. Oui. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voudrais que ça soit public. Parce que Classio Koutoglo et Malik Sall
et vous êtes tout ensemble là-bas, c'est vous qui m'aidez pour que ma voix quand même soit quand même une voix publique. Là, je tiens vivement à vous remercier que c'est comme ça nous allons nous entraider pour que le domaine de la communication soit un domaine qui maintient toujours le quatrième pouvoir que nous voulons toujours arracher aux forces du premier pouvoir des présidents. Merci Classio. Merci, merci, merci une fois encore. Monsieur Gabriel, je voulais vous rappeler que les médias constituent la première puissance de ce monde. Maintenant, alors Tempo Afrique TV va s'installer dans tout le continent africain, à commencer d'abord par Togo, on ira en Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, et ensuite, ainsi de suite. Merci encore une fois de plus pour tous ceux qui nous ont aidés. Alors, rapidement au Cameroun, alors, classe... Monsieur Atisso, je crois que vous êtes avec nous. On va passer maintenant au Cameroun. Alors, Atisso, voilà aujourd'hui, Monsieur Paul Biya qui a organisé les élections. Et il y a eu quand même des plaintes au niveau du Conseil constitutionnel. Ça a été du jamais vu. Nous avons vu l'espoir du peuple camerounais devant le Conseil constitutionnel qui a quand même parlé. Alors qu'avant, au moment de Frouindi, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais cette élection a quand même fait sortir une classe politique camerounaise qui ne dit pas son nom. Nous avons vu Cabral Libi, nous avons vu M. Kanto Maurice qui est un expert dans la loi, dans le droit. Il a démontré, aujourd'hui, il n'est pas là. M. Paul Biya qui a organisé les élections a eu ce soir 11%. J'ai dit ce soir 11%, quelques poussières, et M. Kanto qui a eu 14%. Mais le Conseil constitutionnel a rejeté tous les avis de l'opposition. Aujourd'hui, le Cameroun est gouverné par le même président Paul Biya qui a aujourd'hui 85 ans. Monsieur Atisso, avec l'élection de Monsieur Paul Biya qui est contesté par l'opposition, quels sont les faits inédits de cette présidentielle, Monsieur Atisso Kwamevi? Merci, Monsieur Ignawa. Bon, à mon humble avis, en tant qu'un panafricaniste, je vois qu'un 7e mandat de plus, c'est trop. Et puis, voyant aussi l'âge de Paul Biya, aujourd'hui, quel est l'âge moyen des Camerounais? Ce n'est pas 40 ans, c'est moins de 35 ans. Et qu'on a un vieux qui nous gouverne toujours avec des anciennes idées. Qu'est-ce que Paul Biya a encore à donner aux Camerounais? C'est ça. C'est ça, j'avais écrit sur RFI. La fois dernière, c'est dommage qu'il n'y a plus de vie. En Afrique, il n'y a plus de vie après la présidence. C'est ça même l'essentiel en Afrique. Il n'y a plus de vie après la présidence. Parce que l'Afrique a combien de pays? 54. Mais combien d'anciens présidents on peut compter sur le continent africain maintenant, M. Nyawa? Dites-le-moi. Il n'y a plus de vie en Afrique après la présidence. Donc c'est pourquoi les présidents cherchent à s'accoster et mourir au pouvoir. Et c'est dommage pour la jeunesse. Aujourd'hui, toutes les statistiques nous disent que l'avenir du monde entier se trouve en Afrique. Et on a des dirigeants qui veulent se pérenniser au pouvoir. Comment est-ce que l'Afrique va se développer avec tout ce potentiel? Comment est-ce que l'Africain lambda peut voir son quotidien s'améliorer avec un président qui ne veut pas lâcher et qui consacre l'avenir de tout un pays qui se trouve dans la main d'une minorité qui pille le pays, qui divise les richesses du pays en 3 parties, envoie 2 parties aux étrangers, lui-même, il garde le
même de ce qu'il a à son pays. C'est dommage qu'on n'a plus de panafricain président aujourd'hui. C'est dommage. Et comment est-ce qu'on va résoudre cela? Ça revient à nous, à la diaspora, de réfléchir sur ça. J'ai pitié même des Camerounais, parce qu'aujourd'hui, même ici à l'étranger, les Camerounais n'arrivent même pas à parler de leur politique. Mais il faut le dire, les Camerounais, ici aux États-Unis, n'arrivent même pas à parler de leur politique. Parce qu'ils ont peur. Oui, c'est vrai ce que vous êtes en train de dire, M. Atisso, parce qu'on invite même les Camerounais à venir à Tempo Afrique pour s'exprimer. Alors que, voilà. C'est dommage que Paul Biya, à 85 ans, en même temps que Bouteflika, il veut encore rester au pouvoir. Le pas de Bouteflika est encore pire. Lui, il n'a même plus ses chances. Comme on le dit sur lui, il est 9 et demi aujourd'hui. Il n'a plus toutes ses chances pour gouverner. Mais un petit nombre de son entourage qui prennent des décisions veulent toujours le garder là et prendre des décisions et piller le pays. C'est dommage pour l'Afrique. Mais on va voir, avec sa santé, je ne lui souhaite pas la mort, mais avec sa santé, s'il peut encore faire ce mandat de plus, c'est tout ce que je peux lui dire. Même Maurice Kamto, il peut créer, il va passer dans l'oubli bientôt. Parce que les chefs d'État étrangers, des puissances, qui sont censés dire à Paul Biya que ça suffit, ils sont en train de le féliciter. Ils sont en train de le féliciter. Vous voyez? Alors, il a encore de prêts soutien à l'étranger. Donc c'est ça, même la présidence des États-Unis a félicité Paul Biya. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va encore donner aux Camerounais? C'est ça la question majeure. Monsieur Yawa. Merci Atisso. Voilà, merci Atisso. Alors, Monsieur Classio, Paul Biya, il est le président des Camerounais. Aujourd'hui, la classe politique qui a quand même montré sa carrure, est-ce que nous pouvons dire que après cette élection, ça peut être la chasse à l'homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, Maurice Eric Kenge, qui est le représentant de M. Maurice Kamto, a été emprisonné. Il y a aussi cet avocat, Michel Ndonke, qui a présenté devant le Conseil constitutionnel, qui a même ridiculisé le Conseil constitutionnel. Cette femme qui a été une vaillante, aujourd'hui, a été décriée par monsieur le président Badakani pour dire que les représentants de monsieur Maurice Kamto étaient en train de jouer aux ailes, compte tenu du fait que monsieur Kamto s'est proclamé, c'est d'abord autoproclamé avant qu'on ne donne les résultats, et il condamne cela. Monsieur Classio. Oui, bon, vous savez, les dictateurs ont toujours les mêmes manières de faire. C'est pourquoi, moi, je ne comprends pas pourquoi les Africains ne veulent pas s'unir pour pouvoir arrêter le système dictatorial en Afrique. Ça, c'est la dictature pure. Mais, vous savez, il n'y a pas... On sait tout, mais on ne dit pas tout. Je sais que Maurice Kamto n'a pas encore dit son dernier mot. Comment élire quelqu'un qui dirigeait le pays depuis 1982? Peut-être, je ne savais même pas quel âge j'ai à ce temps, et qui est au pouvoir jusqu'à présent. Et on veut encore que cette personne dirige un pays. Alors que, scientifiquement, c'est démontré que tu ne peux pas conduire un pays. Si tu es vraiment un conducteur d'un pays, tu ne peux pas conduire un pays plus de 2 mandats. C'est pourquoi, c'est ce qui a amené certains pays
civilisé à limiter hermétiquement ce qu'on appelle les mandats présidentiels. Maintenant, si aujourd'hui, au Cameroun, des gens comme Eto'o-Fils et autres appuient un vieux mourant pour devenir encore un président pendant 5 ans à venir, je pense bien que le peuple qui a voté, la jeunesse qui est derrière Maurice Kamto, et puis ensuite un groupe de fatigués à l'interne de ce camp s'organise pour pouvoir faire disparaître ce sang. C'est très simple. On n'a pas besoin aujourd'hui d'une base militaire quelque part pour chercher les dictateurs. Il y a des entreprises professionnelles qui sont là aujourd'hui. Il faut seulement les moyens. Il faut que les Camerounais s'organisent pour pouvoir faire quelque chose et faire partir ce vieux. Même s'il faut le tuer, à cet âge, il faut le tuer. Parce que ce sont des choses, des racines qu'il ne faut pas montrer aux Africains. Ce n'est pas normal. C'est ça qu'il faut faire. Il faudrait que les Africains comprennent que face aux dictateurs, nous devons prendre des dispositions pour les annuler. À partir du moment où nous ne comprenons pas cette stratégie, à partir du moment où nous sommes bénis et que nous sommes arrivés à l'étranger, ou bien nous travaillons dans nos petites entreprises un peu partout en Afrique et que nous gagnons quelque chose, nous ne voulons pas faire sortir $200, 200 francs CFA, contribuer pour arrêter la dictature et ces manifestations en Afrique. Nous resterons toujours dans ce cercle vicieux qui va appauvrir l'Afrique. D'accord. Monsieur Cassio, je crois qu'on vous a compris. On vous a compris, mais essayons d'aller pas à pas. Parce qu'aujourd'hui, tous ces chefs d'État qui sont présents ne vont pas rester éternels. Nous avons vu le président Houphouët-Boigny, il n'est plus là. Monsieur Paul Biya est dans cette lignée de Houphouët-Boigny. Et je pense qu'il y a une nouvelle classe politique qui avance à grands pas. Alors, je ne sais pas si Monsieur Aduna Gabriel est en ligne. D'accord, si Gabriel n'est pas en ligne, Gabriel. Alors, Maurice Kamto conteste la victoire de son adversaire, M. Paul Biya. Est-ce qu'il a des moyens légaux pour aller contre la Cour constitutionnelle qui a déclaré cette victoire? La même question serait posée à Tissot tout à l'heure. Gabriel, je pense qu'on ne vous attend pas. On ne vous attend pas. Gardez l'écoute, Gabriel. Si on vous retrouve, vous allez intervenir parce qu'on a quelques minutes maintenant pour clore cette émission. Atisso Kwamevi, la même question va de votre côté. La question n'a même plus truc là parce que après le rejet de différents conseils des opposants, ils disent que c'est fini, que les candidats ne peuvent plus contester ces élections devant aucune autre juridiction. Donc c'est fini. Paul Biya est réélu avec l'appui de l'Occident avec qui il fuit le Cameroun, il fuit l'Afrique. Donc Maurice Kamto n'a plus aucune voie de recours à faire. Donc c'est ça, Paul Biya est réélu à 85 ans et pour encore diriger les jeunes de 25 ans pendant combien d'années, je ne sais pas. Et puis, je ne sais pas si Dieu lui donne encore la vie, il sera encore candidat pour un 8e mandat, je ne sais pas. Donc c'est ça. Et selon la loi camerounaise, Maurice Kamto ne peut plus contester l'élection devant aucune autre juridiction. Donc Paul Biya est définitivement élu. Donc c'est ça. D'accord, merci. Attention, je crois que voilà. Parce que il veut faire un coup d'État, mais une révolution. Il veut organiser une révolution. On sait que depuis que Paul Biya a fait le coup d'État médical à Amadou Ahidjo, il est le seul à détenir le pouvoir jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est ça. D'accord.
Monsieur Gabriel, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce qu'on vous attend parfaitement? Oui. Oui, je vous reçois. Est-ce que vous me recevez? Ouais, 5 le son. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, vous avez eu la question tout à l'heure, mais je dirais, on parle tout à fait de coups d'État, ceci, cela. Mais aujourd'hui, M. Kanto, qui est un leader charismatique, il arrive comme le grand leader, parce que nous avons vu cette opposition camerounaise. Est-ce que si l'opposition camerounaise, d'un moment à l'autre, n'était pas divisée, si elle est solidaire, est-ce que vous croyez qu'elle peut gagner les élections tant que Paul Biya sera là? Oui, tout à fait normal. L'union fait la force, Serge. Et c'est que l'opposition camerounaise aujourd'hui, il leur manque seulement un peu d'organisation, un peu de ressources également pour pouvoir y aller. Vous voyez, étant donné que le président dictateur, il est toujours là, il a un peu fait sortir de ses racines, et c'est difficile pour l'opposition camerounaise de le faire partie sans l'union. Vous voyez maintenant, aujourd'hui ici, Maurice Kamto est en train de contester quand même ces élections. Il est vrai que voilà, les élections, les bases fondamentales du départ des recensements et autres là, on a quand même eu des infos et que voilà, et ça a émaillé des doublons et autres là, comme on le fait toujours au Togo également. Donc Paul Biya, on dirait que moi, cette victoire de Paul Biya, je ne le consomme pas si trop, mais parce que je sais bien que c'est une dictature qu'on est en train de comprendre. Le système est également au Togo ici. Le même système se joue également au Cameroun. Si aujourd'hui, Paul Biya brigue encore le 7e mandat, mais qui ne le sait pas, nous sommes tous au courant que voilà, ce serait toujours les mêmes scénarios. Vous voyez maintenant, quelle est la méthode que l'opposition va essayer d'appliquer? D'abord, la mobilisation de la population camerounaise serait quand même leur première méthode à mettre en pratique. Et maintenant, leur union, c'est très important pour pouvoir essayer de faire tomber le mur de Paul Biya. C'est très important. Sinon, sans quoi, ils ne peuvent rien faire. D'accord. Merci, Gabriel. Je crois qu'on va essayer de donner Serge, le mot de finale à notre ami Classio Coteglo pour la fin de cette émission. Monsieur Classio, aujourd'hui, nous voyons, on parle de cette histoire de coup d'État. Est-ce que l'absence aujourd'hui de Maurice Kamto, prouve réellement qu'il allait voir les grands financiers pour revenir au Cameroun? Est-ce que cette histoire, cette victoire qu'il décline pourra tout à fait être remise en cause par la communauté internationale? Parce qu'il est aujourd'hui hors du Cameroun, il n'est pas au Cameroun. Bon, Serge, je dis, toutes ces affaires d'élections frauduleuses et puis ensuite, après, se présenter devant une cour constitutionnelle dans les mains des mêmes personnes, c'est une comédie africaine. Il faut que nous essayions d'arrêter cela. J'écoutais un politique togolais en train de dire la fois dernière qu'au moins les opposants togolais étaient devant la Cour constitutionnelle. Pourquoi faire? Sachant bien le résultat qui va sortir de la Cour constitutionnelle, pourquoi encore perdre le temps? L'argent que vous aviez pris pour prendre tous ces avocats, pour aller faire cette comédie, ce théâtre devant la Cour constitutionnelle, vous pouvez vous organiser autrement. Vous savez, je le dis et je vais le redire toujours. En Afrique, lorsque nous allons commencer par tuer les dictateurs, vous allez voir que les mentalités vont commencer par changer. Aucune personne ne va plus arriver au pouvoir et puis s'ensuite chercher à rester au pouvoir après 2 mandats. Les mandats présidentiels, nous devons les limiter. Et si quelqu'un ose aller au-delà des mandats, au-delà de 2 mandats, nous, le peuple, la jeunesse, un groupe organisé, prennent des dispositions pour pouvoir faire disparaître ce groupe et ce président. Lorsque ça va commencer par se faire, comme le président Ronis a essayé au Ghana,
comme les Rwandais ont essayé et les deux pays marchent aujourd'hui, lorsque nous allons commencer par implémenter ce système avec l'appui du peuple, l'appui de la diaspora dans nos pays africains, vous allez voir que l'Afrique va se développer très tôt. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens accusent la France, les gens accusent les pays occidentaux. Organisons-nous, je dis et je le redis, nous sommes au niveau de la diaspora togolaise aux États-Unis. Plus de 1 million, ou bien la diaspora togolaise totale, 2 millions. Nous ne souffrons pas tous comme ça. Faites juste un petit calcul et vous allez voir si les Togolais vraiment aiment leur pays. Nous pouvons aujourd'hui sortir de cette situation nyassimbilandaise. Au lieu de faire des comédies un peu partout pour dire que nous... Non, ces sensibilisations, les dictateurs ont les moyens de les étouffer. Il faut aller beaucoup plus fort. Sensibiliser les peuples et prendre des dispositions qu'il faut pour pouvoir essayer de commencer par taper les dictateurs. Et nous aurons la fin de la dictature et ses manifestations en Afrique. Les Blancs vont nous appuyer parce qu'ils vont trouver leur intérêt dedans. C'est ce qu'il faut aujourd'hui en Afrique pour que nous puissions nous développer. Donc, toutes ces comédies d'aller devant les coups constitutionnels et autres, moi, je lance un appel sérieux à Maurice Kamto, que je connais bien, pour avoir le rencontré quelque part, de remobiliser les sources et de faire chasser ce vieux mourant. Le peuple, le monde entier va l'appuyer lorsqu'il va commencer par prendre ses dispositions. C'est ce que nous devons commencer par faire dans les pays dictatoriaux en Afrique. Je m'arrête là-bas pour le moment. Merci. Merci Classio Koutoglou pour cette grande contribution. Sans toutefois oublier Gabriel Adona depuis Lomé, Atisso Kwamevi depuis les États-Unis, Serge Nyamba, votre ami principal pour ce grand débat. Monsieur Malik à la réalisation de cette émission. Tout simplement, je vous retrouve la semaine prochaine. Restez donc connectés sur le reste du programme Tempo Afrique TV. Au revoir. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui, quand il n'y a pas de paix.